c'est-à-dire le dispensaire, etc. Et ils essayent de s'imposer par là. Puis ensuite, ils amènent l'école. Et enfin, en troisième lieu, ils commencent à parler de mosquées. Ce qui se passe en Algérie, Madame l'a bien souligné, pourquoi tout cela? Elle a oublié de dire une chose, c'est que les intégristes ne veulent surtout pas que ce qui s'est passé durant la révolution ou durant la guerre anticoloniale, les femmes algériennes avaient acquis un droit, avaient acquis un statut particulier par rapport à l'environnement arabe. La place des femmes avait été prépondérante d'ailleurs dans cette lutte de libération. Et cela, c'est ça, je voudrais arabe, tout le temps arabe. Non, arabo-islamique. Pourquoi arabo-islamique? Arabo-berbéro-islamique. Très bien. Non, pourquoi? Parce qu'il y avait... Mais bon sang, mais pourquoi? Écoutez, moi ce que je tiens à dire simplement, c'est que pourquoi me mettre dans ce contexte arabo-islamique? J'ai le droit de dire non. Je suis algérien, autochtone de ce pays. Je ne suis pas arabe identitairement et je ne suis pas obligé d'être musulman. C'est pas pour autant que je ne peux pas respirer l'oxygène de l'Algérie. Monsieur Younes, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes absolument à 100% arabe et à 100% islamique. Vous avez été arabisé, vous l'avez dit vous-même. Alors faisons un cours d'histoire, rappelons les consciences. On ne va pas le faire là, ce sera. Comme d'autres peuples de cette région, vous avez été arabisé et vous avez été islamisé. C'est un fait. Ce que je tenais à dire simplement, c'est que la femme... qui sont islamisés. Moi, je n'accepte pas aujourd'hui. Je vois la vie d'une autre manière. Bien entendu. Ce que je voulais dire simplement, c'est que les femmes aujourd'hui se retrouvent également comme une cible des islamistes qui veulent leur enlever le droit acquis durant la Révolution précisément. Et avec la complicité de beaucoup de gens du pouvoir d'ailleurs. Deuxièmement, vous parliez tout à l'heure de l'âge des gens, des islamistes, mais il faut dire qu'en Algérie, 70% de la population a moins de 31 ans. Et sur ces 70%, il y a près de 65% qui sont touchés de plein fouet par le chômage. Tout cela a créé un vivier extraordinaire pour ceux qui, précisément, voulaient absolument recruter au sein de cette population. Alors, non, mais il n'y a pas que ça. Excusez-moi, il y a les mosquées. Ils se réunissent 5 fois par jour, ils ont un congrès par semaine. C'est pas étonnant que le fils l'emporte en Algérie. 5 prières par jour, plus un congrès par semaine du vendredi, allons. Oui, mais en Tunisie, avec ça, ça en Tunisie, je voudrais faire écho à l'intervention de Yasmina avec vous, Françoise Davis. Vous êtes réalisatrice, vous êtes une des organisatrices de la marche du 3 décembre qui a été la journée nationale d'action et de solidarité avec le peuple et les démocrates algériens. Oui, justement, cette manifestation, il y avait énormément de femmes. Tous les observateurs ont vu ça. Il y avait énormément de femmes parce que... il y avait, je crois, en France, une demande importante des gens qui, sans doute, n'analysent pas de façon très pointue, très précise la situation algérienne, mais qui ressentent très fort le besoin d'exprimer au peuple algérien, aux femmes notamment, le fait qu'ils sont solidaires et surtout qu'on partage quand même des valeurs qui sont les mêmes. C'est-à-dire sur les femmes qui partagent le fait que les femmes, elles ont le droit de s'exprimer, elles ont le droit de sortir de chez elles, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, que les chanteurs, ils ont le droit de chanter ce qu'ils veulent, que les écrivains ont le droit d'écrire, et des choses comme ça. Eh bien, il y avait une envie vraiment forte de le dire et de le dire dans la rue, de le montrer aux Algériens là-bas, parce que ça peut paraître... une manif, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, donc ça peut paraître un geste faible, mais je crois que c'était important de montrer aux Algériens que en France aussi, on appuie ces demandes-là, on appuie cette exigence-là. Alors, il y a un aspect, alors évidemment, il y a tellement de choses mêlées que c'est très très difficile de les prendre par ordre, mais puisque je saute un petit peu sur votre intervention en me retournant vers une avocate spécialiste de la chose, le problème c'est que, par exemple, pour les gens qui sont harcelés ou pourchassés par le FIS et qui viennent se réfugier en France, le statut de réfugié politique est très ambigu, ou plutôt trop clair, puisqu'on est réfugié politique que quand on est persécuté par un gouvernement étranger. Et beaucoup de gens qui viennent se réfugier en France pour échapper aux menaces du FIS ne peuvent pas prétendre au statut de réfugié politique. Christine Martineau, c'est l'un des aspects de votre combat, puisque vous avez plaidé en juin dernier le cas de Nadia El-Kébir, qui est la seule Algérienne qui a pu obtenir le statut de réfugié politique pour cause de persécution du FIS. Oui, votre affirmation n'est pas exacte, heureusement. Vous la rectifiez, alors. Heureusement, mais c'est la tendance actuelle, effectivement. J'ai défendu avec d'autres confrères Nadia El-Kébir. Elle n'est pas la seule à avoir demandé naturellement le statut de réfugié. Elle n'est pas tout à fait la seule à l'avoir obtenu. Mais les taux sont extrêmement faibles, comme vous le savez. Alors il y a ce problème, effectivement, qui persécute
les Algériens, et en particulier, donc si on prend le cas de Nadia, les femmes algériennes, et je suis très contente d'avoir entendu dire qu'elles étaient aussi la cible des islamistes quand elles ont choisi de rompre, enfin de refuser l'ordre moral islamiste, et elles sont une cible particulièrement, si vous voulez, il y a eu, je crois, plus de 100 femmes qui ont été tuées. Alors, quand elles arrivent ici, quand le cas de Nadia a eu une issue heureuse, en fait, puisque sa demande de statut de réfugié a été positive, puisque la commission des recours des réfugiés lui a reconnu cette qualité. Alors le gros problème est de savoir donc qui persécute les Algériens qui fuient leur pays. La Convention de Genève, qui s'applique en espèces, ne précise pas que l'agent de persécution doit être l'État. Mais logiquement, effectivement, on est sous la protection de son État, donc si on est persécuté, c'est en général les autorités du pays qui persécutent. Et pendant très longtemps, en fait, le problème ne s'était pas tellement posé. Et depuis 3-4 ans, ce qui s'est passé en Yougoslavie, ce qui se passe maintenant en Algérie, effectivement, a posé le problème différemment, puisque l'agent de persécution n'était plus l'État. Or, il est clair que, à la fois, la Convention elle-même, le Haut Commissariat pour les réfugiés ont donné, si vous voulez, des critères qui ne sont pas ceux qui sont appliqués par l'OFPRA et aujourd'hui malheureusement par la commission des recours. C'est-à-dire que l'OFPRA dit la convention ne s'applique pas, l'agent de persécution peut être également soit des groupes extérieurs aux autorités de l'État, et à ce moment-là l'État n'assure plus de protection. Et c'est ça qui doit être reconnu, c'est-à-dire qu'on peut absolument, les Algériens qui veulent demander la protection de la Convention, entrent dans le champ de la Convention, contrairement à ce que dit l'Office, puisque l'État n'assure plus, est incapable d'assurer leur protection. Merci de cette intervention. Après Matou Blounès, chanteur, je voudrais me retourner vers un autre artiste, c'est Merzak Alouache, dont on peut voir encore le Bab El Oued City, qui est sorti, qui avait été présenté à Cannes, qui est sorti en France, qui est à l'affiche, qui marche d'ailleurs plutôt bien, et qui raconte justement la persécution dont fait l'objet un jeune qui, à un moment donné, se retrouve finalement opposé, mais vraiment pas au départ pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons de vie quotidienne à l'intégrisme. Et ce film, vous l'avez tourné en Algérie, et je voudrais que vous nous racontiez un peu à la fois ce qu'ont été les conditions de ce tournage, et puis le regard que le cinéaste que vous êtes porte aujourd'hui sur la situation en Algérie. Oui, moi je crois que en tout cas tous les Algériens qui sont là, qui ont vécu ou qui vivent en Algérie, savent que la violence n'a pas commencé à cause d'un problème d'élection, que cette violence était là, elle était latente, et que d'autre part, cette violence concerne aussi des gens comme Matou Blounès qui est là, qui est très fort dans son expression, et peut-être que la violence consiste aussi à vouloir lui enlever la parole, parce qu'il a le droit en tant qu'artiste, en tant qu'homme libre, de s'exprimer comme il a envie. Et c'est ce que j'ai pu constater, moi, c'est que à travers même le rire des jeunes, c'est tout le problème de l'Algérie qui se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de plonger l'Algérie dans une espèce de tristesse, dans la mort. Et c'est pour ça que c'est toujours gênant d'entendre des discussions où il est question de schémas concernant l'Algérie, l'armée, les intégristes, les démocrates, à croire aussi qu'aujourd'hui être un démocrate en Algérie c'est un crime, alors que des gens, comme l'a dit Matou Blounès, lui ses chansons n'ont pas commencé il y a quelques mois. Ces chansons ont été violentes déjà dans les années 70. Et donc aujourd'hui, on veut l'empêcher de chanter. Et pour moi, tout à l'heure, j'ai vu à la télévision un reportage sur Canal+, fait par des Anglais. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'était la première fois, indépendamment de tout ce qui était montré, qu'on voyait une plage avec des gens qui se baignaient, des filles, des garçons, et c'était des gens libres. Et ça a duré quelques secondes. Mais par exemple, jamais les journalistes français, quand ils sont allés en Algérie, n'ont montré aussi cette autre vie. Vous n'allez pas reprocher aux journalistes français en Algérie de ne pas aller à la plage quand même. Non, ils font leur boulot quand même. Ils vont à la plage, mais ils posent leur caméra, je crois. Et c'est ça tout le problème de ce qui se passe chez nous. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est bien d'être passionné,
par rapport à ce qui se passe chez nous. Je voudrais finir la première partie de cette émission, puisqu'elle va durer après la deuxième page de pub, par 2 témoignages de gens qui sont récemment partis d'Algérie. Vous, Jean-François Gaz, vous êtes le dernier avocat français à avoir prêté serment en Algérie, puisque vous étiez avocat, et puis vous avez dû partir. Vous pouvez nous raconter un peu et pourquoi et comment? Oui, donc moi je suis parti en Algérie pour faire mon service national au consulat de France. J'ai eu l'occasion à ce moment-là de signer jusqu'à 1500 visas par jour, mais ça ne m'a pas découragé. J'ai beaucoup aimé l'Algérie, puisque à la fin de mon stage, j'ai tenu à rester et à m'inscrire au barreau d'Alger, car vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une convention judiciaire entre la France et l'Algérie qui est contenue dans les accords d'Évian et qui permettait la libre réciprocité, l'installation des avocats de part et d'autre. Je pense avoir été le dernier avocat à m'installer pour longtemps, puisque après ma prestation de serment, on a instauré le CAPA en Algérie, et le CAPA est en arabe maintenant. Donc je pense que... Ça diminue vos chances? Ça diminue... Les miennes, non, puisque déjà moi j'étais inscrit, mais ça diminue les chances des futurs postulants. Et pourquoi vous êtes parti? Alors je suis parti, pour vous parler très franchement, parce que j'avais peur. Je sentais que ma vie était en danger. Déjà, plusieurs Français avaient été assassinés. J'étais le seul avocat au barreau et je pense que j'étais peut-être une cible rêvée également. Je suis parti aussi parce que je ne me sentais plus à l'aise dans cette société et je sentais que l'écho que l'on donnait dans mon pays de cette société n'était pas toujours le bon non plus. Et oui, surtout ça qui m'a conduit à partir. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites l'écho qu'on donne dans votre société? Bon, je crois que l'analyse de la situation algérienne en France est trop manichéenne, effectivement. Et je crois qu'on y retombe un peu ce soir aussi. Ça dépend de vous. Hein, oui, non, mais on ne peut pas passer son temps à dire c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème quand on a la parole. Moi, je crois qu'il faut pas faire l'amalgame. Dans tout pays, il est normal qu'il y ait une opposition. Pourquoi n'y aurait-il pas une opposition en Algérie? Alors je dis tout de suite, je ne suis pas pour un régime théocratique, pour un maillage presbytéral de l'Algérie, pas du tout. Ceci dit, à partir du moment où l'opposition a commencé à être un peu virulente en Algérie et où tout de suite le gouvernement a parlé de terroristes, de terrorisme et a fait en sorte que tout soit assimilé aux islamistes les plus radicaux, c'était pas par hasard. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui en Algérie, et j'ai beaucoup d'amis algériens qui n'ont absolument pas de porter le camis et la gandoura, et qui ont les mêmes aspirations que moi, à la liberté et à une vie tout à fait normale. Donc il me semble qu'en France, on comprend mal la situation algérienne, et je ne sais pas si on fait toujours l'effort d'essayer de la comprendre, parce qu'il y a simplement une petite question que je voudrais vous poser. C'est comment expliquez-vous que jamais les intérêts du pouvoir, du FLN, des corrompus, ne soient directement touchés? Pourquoi tous ces gens qui ont des dizaines de villas à Alger, tout le monde le sait, ont volé dans les caisses de l'État pendant 30 ans, pourquoi ces gens-là ne sont-ils jamais dynamités? Je sais que ce que je vous dis là peut me coûter très cher, mais c'est la vérité. Zoubir Swissi, je vous vois hocher la tête. Moi, j'aurais aimé intervenir sur beaucoup de choses, mais... sur ça, alors Alors, sur ça, d'abord, je rejoins un peu Mazak Alouache. C'est-à-dire, en Algérie, la vie continue. La vie continue. C'est pas toute l'Algérie qui a basculé dans... Les causes de la crise, de ce que nous sommes en train de vivre, sont profondes. Nous avons vécu 30 ans de gabegie, 30 ans de corruption. On a tout fait. Il y a eu l'école, pour rejoindre Matou Blounès, l'école, il y a eu, moi, ce que j'appelle, je l'ai écrit, un véritable génocide scolaire, c'est-à-dire on a complètement déstructuré, foutu en l'air un système qui, soi-disant, était colonial, mais enfin qui avait l'avantage d'exister, au profit d'une arabisation adoptée sur un angle strictement politique. C'est-à-dire, on a fait de la politique sur le dos de l'avenir de nos enfants, en mettant en balance. L'urbanisation, mais enfin, on a tout fait pour créer ce qui se passe aujourd'hui. Et l'autre problème fondamental, celui de la démographie qui n'a jamais été très bien pris en charge en Algérie. Vous savez, on casse des familles dans des cités dortoirs, des cités horribles. Badjarak, qui est connu aujourd'hui pour être un haut lieu du terrorisme, c'est des alignements, c'est des casernements où les gens sont entassés ici et ils font des enfants. Moralité.
nous arrivons à la situation que nous vivons aujourd'hui, à savoir plein de jeunes gens qui n'ont aucune perspective, et qui deviennent des hétistes dont on parle, aucune perspective, et qui ne pensent plus à vivre, ils pensent à mourir. Des apprentis sorciers viennent les voir pour leur dire, voilà, écoutez, on vous donne le paradis, venez avec nous, vous avez le paradis, et ils le rejoignent. Et c'est terrible, quand à 20 ans on pense à la mort, on ne pense plus à vivre. Mais malgré ça, il y a des gens qui continuent à aller à la plage, comme disait Mazar Khalouach, les gens vivent malgré tout. Arezki Benoufela, vous étiez professeur de physique nucléaire, docteur en physique nucléaire, et aujourd'hui vous vous retrouvez prof d'électronique dans un lycée privé de Rennes. C'était quoi la vie d'un universitaire en Algérie avant que vous n'en partiez? Vous en êtes parti en 90. Oui, c'est ça, oui. J'aimerais d'abord, à propos de ce qui vient d'être dit, il ne faut pas croire que l'école algérienne a formé pour autant des gens qui maîtrisaient la langue arabe. On avait au départ quelques gens qui maîtrisaient un peu le français, et cette langue a été remplacée par l'arabe. C'est pas pour autant que les gens qu'on recevait donc à la fac après maîtrisaient pour autant la langue arabe. Alors c'est amusant parce qu'on a vu en 10 ans donc à la fac, on a reçu des étudiants dans les années 80 quand j'ai commencé à enseigner qui comprenaient ce qu'on leur disait et qui à la limite partageaient un peu nos points de vue. Donc il y avait, je dirais, un respect de la science, enfin un respect c'est un grand mot, mais il y avait une espèce de croyance. On écoutait l'enseignant, parce qu'on croyait ce qu'il disait, et puis on a fini, quelques années plus tard, j'ai enseigné 8 ou 9 ans, on a fini quelques années plus tard avec des étudiants qui, à la limite, ne comprenaient même plus ce qu'on leur disait. Pourquoi ils maîtrisaient plus le français, et on nous a imposé de dispenser des cours en arabe, mais nous-mêmes ne maîtrisions pas suffisamment l'arabe technique, du moins, pour dispenser des cours dignes de ce nom. Donc on s'est retrouvé avec des étudiants qui non seulement n'avaient plus le même moyen de communication que nous, mais qui en plus ne croyaient de moins en moins à ce qu'on leur racontait pour un tas de raisons. Parce qu'effectivement, socialement, l'échec du corps enseignant et de tout le corps enseignant, pas seulement scientifique, faisait que ces gens-là ne croyaient plus en l'avenir de la science. Et ça a peut-être contribué un peu à, je dirais, à l'instauration. Vous ne croyez plus en l'avenir de la science parce que c'était une sorte de vague d'irrationalisme qui faisait qu'on ne vous entendait plus en tant que vous étiez, vous... Non, non, elle s'est peut-être greffée là-dessus, à la vague irrationnelle, certainement. Mais je crois qu'au départ, c'est plutôt l'échec social qui a déterminé ces gens, je crois, honnêtement. Oui, juste une intervention et puis on va passer à une page de pub parce que je la promets et puis j'arrive pas à Betcharef. Moi, je suis très gêné par cette succession de clichés qu'on donne et qui ne permettent pas en fait de comprendre. Allez, rectifier. Non, mais on va pas passer 1h30 à dire c'est pas comme ça qu'il faut parler, alors que je ne fais que vous laisser parler. C'est expliquer des mouvements sociaux qui ont donné ça. Et donc, si on prend l'école, on fait un constat qui est ça, bon, mais ça ne permet pas de comprendre. Quand on prend une école à l'indépendance et qu'on a pris, qu'est-ce qu'il y avait comme enseignant? Rien. On prend des gens qui savent lire et écrire. On dit on va scolariser tout le monde. C'est une intention qui est généreuse, qui est là, mais on prend n'importe qui, on le met à l'école. Et donc ça donne ce résultat-là. Et donc, si on s'arrête à ces images qu'on donne comme ça plaquées, ça ne permet pas de voir comment pouvoir s'en sortir. Et en fait, c'est ça le drame d'aujourd'hui, c'est cette espèce de blocage des idées qui ne permet pas de réfléchir, qui empêche de réfléchir. On a structuré cette manière d'empêcher de réfléchir pour que les gens ne dégagent pas des solutions. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez, puisque vous nous la promettez, je vous prends au mot, quelques ébauches de solutions? On peut lire ce qui est un peu proposé par beaucoup de gens, par des courants politiques. On peut dire d'abord, qu'est-ce qu'on veut? On veut un système démocratique, on veut un système pluraliste, avec une économie de marché, on veut un respect des droits de l'homme, on veut une pluralité culturelle. D'accord. Où est-ce qu'on en est? On en est aujourd'hui à côté de la Constitution. On est avec des lois d'exception, avec des violations des droits de l'homme qui sont prouvées, qui sont assez nombreuses. On en est là. Comment passer de là à là? Comment organiser cette démocratie? Comment, quand faire des élections législatives? Quand faire des élections présidentielles? Cette école qui est comme ça, qu'on a décrite, comment l'améliorer? Est-ce qu'il y a des propositions sérieuses et rigoureuses pour faire mieux? L'école, ça fait 10 ans... Et qu'est-ce qui se passe quand des élections comme en décembre 91 font qu'une force qui affirme
que si elle est au pouvoir, il n'y aura plus de garantie de liberté démocratique, menace d'être majoritaire. Qu'est-ce qu'on fait? Non, moi je vous pose la question, parce que moi j'ai aucune idée. On peut organiser des garanties pour que celui qui sera majoritaire respecte celui qui sera minoritaire. Qui est essentiel. Je crois. Le point Antoine nodal. un dernier mot, et c'est la pub impérativement. Le point nodal, c'est que depuis 30 ans, il y a une rupture. Il y a une rupture entre le gouvernement et le peuple. Et donc... Attendez. Antoine Serre d'abord. Ce que je dis, le point nodal de ce qui se passe, c'est que depuis 30 ans, comme dans tous les autres pays, je n'ose même plus dire maintenant les pays arabes, mais comme dans tout l'environnement arabe, il y a une rupture. Les pays au sud de la Méditerranée. Et voilà, le sud de la Méditerranée, il y a une rupture réelle depuis 30 ans entre les gouvernants et le peuple. Il n'y a même plus de relais entre ces deux acteurs. Et c'est ça ce qui est dramatique. Mais depuis 30 ans, ça dure. Il n'y a aucune solution qui est proposée. C'est ça le point nodal. Yasmina, juste une intervention, puisque je non, vous entends. Moi, j'aimerais répondre un petit peu quand on nous parle des garanties. Moi, j'aimerais bien comprendre quel type de garantie a-t-on aujourd'hui face à des assassinats des plus barbares. C'est-à-dire que, je veux dire, je reviens un petit peu à cette idée de ne pas noyer le poisson. Je veux dire que aujourd'hui, l'intégrisme est en train de revendiquer la paternité des assassinats. Et nous, de l'autre côté, on dit qu'on ne sait pas qui tue, des violations de l'homme, des droits de l'homme et tout et tout. Je veux dire que de Londres, à chaque fois que l'assassinat de Maqbel a été revendiqué, les assassinats de tous les intellectuels ont été revendiqués par le GIA, les attentats contre les écoles et les infrastructures économiques sont revendiqués par le GIA. Alors je ne comprends pas comment on cherche à les innocenter, à dire qu'il y a ceci ou cela. Je veux dire aussi, est-ce que aujourd'hui, comprendre ce qui se passe en Algérie, notamment vers l'opinion internationale, je crois que c'est la première des solidarités qu'on puisse aujourd'hui nous faire. C'est comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux, à savoir qu'il y a des fascistes qui veulent nous imposer leur projet totalitaire par le feu et par le sang. C'est des gens de toutes les façons qui ne veulent pas dialoguer. On a essayé de dialoguer avec eux et ça ne donne absolument rien. Plus on va vers le dialogue avec eux, plus ils montent dans la recrudescence des atrocités qu'ils commettent, non seulement contre les intellectuels uniquement, mais contre tout le peuple algérien aujourd'hui. On m'accusera de partialité, mais j'envoie la pub quand même. Retour sur le plateau de l'hebdo, l'Algérie, la France, une passion. On va immédiatement voir un film qu'a réalisé Stéphane Moscovitz. C'est la vie quotidienne dans un centre d'hébergement du CEFR, c'est-à-dire cet organisme qui s'occupe de l'accueil des réfugiés qui reviennent d'Algérie. Regardez, Moscou. Moi j'étais chef d'entreprise et on se retrouve du jour au lendemain sans appartement, sans travail, sans abandonner complètement. Aucun repère, c'est de la folie. Ici les cuisines sont en commun et il faut essayer de s'entendre avec les gens pour pas cuisiner tous en même temps. Mais d'une douche, on est resté pendant 3 mois la même douche pour 15 personnes. 8 mois dans un foyer, c'est trop, ça y est. Je ne blâme personne, mais moi je veux m'insérer, j'ai besoin d'un toit pour m'insérer. Bon, je vous dis bonne nuit. Bonne nuit, au revoir. On sent vraiment que les politiques n'ont pas assumé leur responsabilité. Un rapatriement, c'est, je sais pas, c'est quelque chose de très très dur. Je suis venue avec 2 valises, c'est tout. Ah bien sûr. Quand on est rapatrié d'urgence, comment on vient? Ça se passe en été, vous prenez du linge d'été, et puis vous venez, vous arrivez là sans un centime. Comment vous faites? Et moi, franchement, j'ai tout ce qu'il me faut là-bas et je peux pas en profiter. C'est ça qui est dur à comprendre et à faire comprendre aux gens. Le problème n'est pas là, le problème c'est le boulot, quoi. On n'arrive pas à trouver. C'est terrible, hein. On fait beaucoup d'efforts, hein, je vous dis la vérité. Puis avoir toujours des refus parce que vous étiez en Algérie, parce que les diplômes ne sont pas valables. Parce que la plupart des gens ici ont des diplômes algériens. J'y crois plus. Depuis 6 mois maintenant, j'y crois plus. Hein. Vous savez, ils font ressortir surtout tout ce qui peut être algérien, ils le font ressortir. Ils ne font pas ressortir ce qui est français. Alors que nous, le conseil qu'on nous donne, enfin cette association qui s'occupe de nous, c'est peut-être un bon ou un mauvais conseil, je ne sais pas. Prenez n'importe quoi pour vous en sortir. Mais je ne sais pas faire le n'importe quoi, je ne sais pas faire la femme de ménage. Tout ce qui vient d'Algérie, je vous dis actuellement, ne passe pas en France. Mes enfants ont eu 1 mois de retard dans un lycée. Parce que la directrice croyait que mes enfants allaient baisser le niveau de l'école. On ne le dira jamais assez, on nous considère comme des Français de 2e classe. Sur nos papiers, en tant que rapatriés, ils nous ont mis indigents civils. Mais je ne veux pas le dire, ça. Même si on me dit qu'est-ce que vous êtes, je dis rapatrié. En Algérie, on n'est pas chez nous parce qu'à Alger, on nous appelle les enfants de la Romia. Et ici, c'est les enfants du Harbi, de l'arabe. Oh,
Que le monde se réveille, bon sang. Je retourne là-bas, je me fais tuer. Je suis ici, je suis en train de mourir à petit feu. Donc on s'en sort pas, quoi. Comment on fait? On paye, quoi. On connaissait la France qu'à travers des vacances. On l'aimait bien, cette France. Mais là, maintenant qu'on voit ce qu'elle est vraiment, je suis désolée. Voilà un film de Stéphane Moscovitz dans un centre d'hébergement du centre d'entraide aux Français rapatriés. De précision, vous n'avez pas vu le visage, c'est évidemment que les participants à ce film ont demandé de ne pas être filmés. Et deuxièmement, le choix de ce sujet pour montrer que les problèmes algériens, c'est aussi des problèmes français. Yasmine, vous avez des choses à dire sur le fonctionnement de ce centre d'entraide aux Français rapatriés? Beaucoup à dire. Alors vous n'en direz forcément pas assez à votre gré, mais vous allez en dire quelques-uns. Je vais en dire quelques-uns, mais on va faire un petit récapitulatif. Allez-y. Je suis rentrée il y a 8 mois. Je suis rentrée sur les vives conseils du consulat français. Tout a été fait verbalement, c'est-à-dire on me conseillait de rentrer verbalement. Les écrits sont arrivés 8 mois après. Ils sont arrivés la semaine dernière chez moi en Algérie. Donc on s'est fait rapatrier en tant qu'indigent civil. Quand j'ai lu ça sur la feuille de rapatriement, j'ai quand même rétorqué. La dame m'a dit oui, nous n'avons pas eu le temps de préparer des formulaires spécialement pour vous. Mais vous partirez quand même et on vous prendra en charge. Prendre en charge, reste à savoir. Nous sommes arrivés dans un centre de transit à Bourjoux et nous avons vécu un centre de transit qui devait durer, enfin notre transit devait durer quelques semaines, pas plus de 2-3 semaines. Et il a duré 2 mois, 2 mois de calvaire. Madame Audibert est à côté de moi pour témoigner. Elle nous a rendu visite. Et nous étions, pour ainsi dire, nous étions toujours en Algérie, parachutés. On ne sortait pas du centre. Il y avait une attente, pas de papier, pas de... Ensuite, nous avons été transférés dans un deuxième foyer, qui est un foyer Sonacotra, je suppose, parce que j'y vois des intégristes avec moi ayant le statut de réfugiés politiques. J'y vois des immigrés venant pour travailler et repartir. Et je m'y vois avec tous les rapatriés qui sont rentrés avec moi. Donc là, les questions ont commencé à se poser. Nous sommes allés vers le CEFR, le comité d'entraide aux Français rapatriés, qui est la seule association, à mon avis, habilitée à prendre en charge les Français qui rentrent d'Algérie. Aucun dialogue ne peut être amorcé avec les responsables de cette association. Pourquoi? On ne le sait pas. André Audibert, vous êtes l'épouse de Jean Audibert, qui était ambassadeur de France à Alger jusqu'en 92. Vous avez créé l'association Âge d'Or en Algérie pour les pieds noirs du troisième âge. Comment vous interprétez à la fois le film de Moscovitz et le témoignage de Yasmine qui vous précède? Oui, je voudrais préciser que je suis ici en tant que présidente de l'Association nationale des Françaises à l'étranger et ça me gêne toujours d'être ici comme l'épouse d'eux. Donc c'est un point à préciser. C'est parce que, bon, vous avez raison, de toute façon c'est un relent de sexisme. C'est aussi parce que le nom d'Audibert, pour les gens qui s'intéressent à l'Algérie, était connu avant qu'on fasse votre connaissance. C'est-à-dire que du fait que je suis une professionnelle de l'action sociale, je me suis intéressée dès mon arrivée en Algérie au problème des pieds noirs âgés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une association autonome qui s'appelle le Club de l'Âge d'Or. Alors je dois préciser que la fermeture des consulats en Algérie a été dramatique pour la communauté française et en particulier pour la communauté pieds noirs âgés qui percevait une allocation mensuelle, l'équivalent d'un RMI, qui est une allocation de survie, et qui a été supprimée, c'est-à-dire non payée, le jour de la fermeture des consulats. C'est-à-dire que cette communauté n'a pas perçu d'allocation de survie, allocation de solidarité, du mois d'août jusqu'au mois de décembre, où des associations et les délégués des Français à l'étranger ont fait de multiples interventions auprès du ministère des Affaires étrangères pour qu'elles soient versées. Donc cette communauté a été délaissée pendant 4 mois, n'a reçu aucun médicament alors que par le passé il y avait des médecins, il y avait un suivi de cette communauté. Donc la fermeture du consulat est dramatique. Je crois que c'est... Gérard Garcia, vous aviez 14 ans en 62 quand vous avez quitté l'Algérie. Vous êtes donc ce qu'on appelle un pied noir. Vous occupez d'une association qui s'appelle le Cercle Algérianiste. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une nouvelle génération de pieds noirs qui apparaît aujourd'hui avec les événements d'Algérie? Une nouvelle génération. Si j'ose dire, les événements d'Algérie qui rappellent de bons souvenirs. J'ai vraiment, après avoir entendu les différents interlocuteurs, l'impression de revivre un très mauvais film. Je rappellerai notamment aux représentants de la communauté kabyle, aux représentants des femmes qui sont intervenus,
que les douleurs qu'ils vivent actuellement, nous les avons parfaitement vécues. Rien de ce qui est algérien ne nous est étranger. Il faut qu'ils le sachent. Nous sommes restés profondément enracinés dans cette terre, même si l'on nous a déracinés à notre tour. Vous le serez probablement un jour, je ne vous le souhaite pas. Et rappelez-vous, lorsqu'il y a plus de 30 ans, nous sommes arrivés ici, nous bénéficions, j'en parle, excusez-moi, avec beaucoup d'émotion, car je sens vivement, à la fois dans ma chair, dans ma famille, dans mes souvenirs et dans ma vie actuelle, la souffrance que vous pouvez subir, les images d'horreur que vous pouvez vivre. Je vais simplement dire qu'au-delà de ces témoignages qui ont été portés aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas insensibles à ce qui se passe, mais nous le regardons d'un œil à la fois très critique et tout à fait passionné. Une nouvelle génération de pieds noirs, non. Moi je suis oranais, et je crois que je resterai oranais toute ma vie. Je suis attaché à cette terre, et je suis replié sur cette terre de France, replié comme un Algérien. Nous comprenons les souffrances que vous vivez, et nous avons vraiment l'impression qu'après l'exclusion des pieds noirs, viendra l'exclusion des berbères, viendra l'exclusion des femmes libres. Nous souhaitons qu'un jour, la raison arrive sur cette terre qui est magnifique, qui a rencontré un jour l'Algérie, l'a aimée comme une femme, ou un homme si on est une femme. Et cet amour, il est encore en nous. Il est puissant. Il accompagne notre analyse politique. Il est non seulement accroché à nos souvenirs qui sont vivaces, mais également au présent. Nous souhaitons vraiment que cette paix s'instaure un jour en Algérie, et peut-être que toutes les forces algériennes, même peut-être celles des pieds noirs, qui sont présents en Algérie, qui aiment l'Algérie, qui sont algériens de naissance, d'extraction, peut-être que nous pouvons apporter pour notre part, du fond de notre cœur et de notre réflexion politique, un message de paix et d'imagination vers nos ex-compatriotes algériens. Fanny Colonna, vous êtes sociologue, vous avez été de ceux et de celles qui ont fondé le Comité international de soutien aux intellectuels algériens. Vous ne faites plus partie du comité décisionnaire, enfin peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est sûr, enfin peu importe, excusez-moi, mais on n'aura pas le temps de détailler ça. Ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes pied noir, que vous avez pris la nationalité algérienne, que vous ne voulez pas la perdre, mais que néanmoins, depuis 93, vous êtes réfugié. Voilà, vous avez tout dit. Non, je ne suis pas réfugié, j'aime pas le terme. Vous êtes... comment vous revenez? J'attends. Vous attendez? J'attends la possibilité... Expliquez-nous ça, ce parcours peu commun. J'explique quoi? Pourquoi je suis restée en Algérie? Pourquoi? Oui, pourquoi vous tenez à cette nationalité? Parce que je pense que ce qui se passe en ce moment me fait perdre... Au début de l'été 93, j'ai dit à un de mes fils, tu sais, si je ne peux pas retourner, je serai hémiplégique, au moins. Et il a eu cette réponse extrêmement cruelle. Il m'a dit, ben là, tu vas comprendre ce qui est arrivé au Pied Noir. Or, je savais ce qui est arrivé au Pied Noir, puisque j'en étais une et que je le suis restée, je crois. Donc, je ne veux pas perdre ma nationalité algérienne parce que je trouve que j'ai déjà perdu assez de quotidien, assez de bonheur, assez des choses qui sont tout à fait essentielles dans ma vie. Et ça, qui était le produit d'un choix, je ne veux pas que la violence et les auteurs de la violence actuelle m'en privent. Je ne leur en donne pas le droit. Voilà, c'est tout. Jean-Pierre Gonon. Moi, je voulais dire une chose à propos de ce qu'a dit M. Lounès tout à l'heure et de la réponse d'Abed Charef. Parce que je crois que ce qu'a dit Lounès nous interpelle vraiment parce qu'il a connu la violence, il est sorti des griffes de la mort quand il l'a dit. Mais ce qu'a dit Abed Charef est quand même aussi très juste. Il faut que la raison l'emporte sur la passion. La passion, c'est quoi? La passion, c'est le terrorisme. La passion, c'est la répression. La raison, c'est de voir toute la diversité de cette Algérie potentielle qui est même ici ce soir et qui peut être porteuse d'espoir. Alors, passion-raison, est-ce que vous ne croyez pas qu'il nous a fallu à nous aussi, quand je disais tout à l'heure avocat pied noir en Algérie, une certaine dose de raison pour aller plaider au tribunal militaire le lendemain des jours où des attentats terroristes avaient effectivement tué des femmes et des enfants de la même manière. Alors je sais bien que c'est peut-être pas pareil, mais c'était intrinsèquement
des attentats extrêmement douloureux contre des innocents. Il y a eu aussi, et on l'oublie trop souvent, des assassinats d'Algériens entre eux, extrêmement nombreux pendant la guerre d'Algérie. Il a bien fallu, à cette époque-là, que la raison l'emporte sur la passion. Donc je crois fondamentalement que c'est le message qu'il faut qu'il passe aujourd'hui. La raison doit l'emporter sur la passion. Et juste une autre remarque, alors là sur l'école, parce qu'elle est importante. Pourquoi les jeunes Algériens raisonnent mal en ce moment? Pourquoi on ne connaît plus très bien cette jeunesse? Moi là, je fais quand même un certain reproche à nous, Français, et à nos autorités et à notre gouvernement. À une époque, au début des années 70, on n'a pas su, on n'a pas voulu, on n'a pas pu répondre à la demande pressante des Algériens de maintenir des enseignants français en Algérie en grand nombre. C'est l'époque où M. Pompidou a dit on banalise la coopération avec l'Algérie, l'Algérie n'aura pas moins et pas plus que les autres. Et c'est là que sont arrivés en Algérie des enseignants syriens, pakistanais, égyptiens, qui ont véhiculé un arabe que personne ne comprenait. On avait des petits-enfants algériens qui rentraient dans leur famille le soir, qui ne parlaient plus l'arabe de leurs parents, et qui ont véhiculé toute une pédagogie à base de mémorisation qui a détruit fondamentalement le mental de générations d'Algériens. Je crois que ça, il ne faut quand même pas l'oublier, parce que c'est extrêmement important. Là, c'est de la mouche. Vous avez 22 ans, vous habitez Clermont-Ferrand, vous êtes kabyle, vous êtes immigré en France depuis l'âge de 6 ans, et vous voulez brûler d'intervenir. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'il faut que la raison l'emporte. Parce qu'il faut penser à tous ces gens qui sont morts pour notre liberté, et on ne va pas donner la paix à n'importe quel prix, à savoir qu'il ne faut pas donner la liberté aux ennemis de la liberté. Comment voulez-vous à l'heure actuelle qu'on instaure un dialogue avec des gens qui de toute manière vont nous priver de nos libertés? C'est-à-dire que, par exemple, des fois, quand on dit, bon, il peut y avoir un processus électoral qui va se mettre en place, mais comment peut-on accepter que le fils ou l'ex-fils fasse partie de processus et puisse briguer un mandat électoral? Comment on peut accepter que des représentants du fils puissent être à la tête d'une commune, d'une localité, alors que ces gens, ils ont à leurs bras des milliers de morts? C'est eux qui ont fait fusiller des journalistes, des intellectuels. Après, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont nous attaquer, nous les berbères? Le pouvoir à l'heure actuelle. On dit que le fils est de l'opposition. Il ne fait pas partie de l'opposition. Le fils a été enfanté par le FLN pour empêcher les démocrates algériens de jaillir, de voir la lumière. Dans les années 80, il y avait de nombreux démocrates en Algérie. On les a enfermés dans les prisons. Le docteur Saïdi est enfermé en 1980 lors du printemps berbère. Alors on s'est servi du fils, et maintenant c'est le pouvoir qui doit se débrouiller avec le fils. Or le pouvoir il baisse les armes, parce que on a beau dire qu'il y a une sécurité en ce moment qui est en train de, on est en train de tuer d'autres gens, il y a une guerre entre les deux camps, mais c'est le même camp, ils sont issus du même camp, et qui c'est qui en paye les frais? C'est 80% des Algériens, voire 90%, à savoir les démocrates, car le peuple algérien est démocrate. Nous voulons la liberté, là maintenant nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas la paix à n'importe quel prix. Pensez aux gens qui sont morts, qui ont défendu leurs opinions. On va pas sacrifier, on ne va pas devenir raisonnable. Il ne faut pas qu'on devienne raisonnable. Il ne faut pas qu'on aille serrer des mains à des gens qui ont du sang sur leurs mains. Moi, je n'accepte pas cette vision-là. Et je pense qu'au contraire, il faut prévoir. Il faut se dire, mais on ne va pas leur donner de liberté à ces gens. On ne va pas laisser des gens s'exprimer. Regardez la démocratie. La démocratie, elle a enfanté Hitler. Parce que les gens n'étaient pas prêts. Parce que Hitler s'est servi de ce qui s'est passé en Allemagne durant la crise de 29. Mais écoutez, en Algérie, ce qui est en train de se passer, c'est la même chose. À savoir qu'il y a une crise économique, une crise sociale, une crise culturelle, une crise identitaire. Qu'est-ce que le peuple algérien? Le peuple algérien est une entité diverse. À savoir qu'il y a des berbères, qu'il y a des arabes. Et c'est vrai que nous sommes un melting pot formidable. Si on s'était servi de ces diversités, l'Algérie serait un pays extraordinaire. Regardez, en 1963, après l'indépendance, de nombreux économistes disaient qu'il y a seule l'Algérie et l'Afrique du Sud qui avaient le potentiel pour faire partie du G7. Et à l'heure actuelle, quand on s'aperçoit que le PIB par habitant en Algérie est de 2200 $, et qu'on a fait une faillite de l'Algérie, tout ça parce qu'on s'est laissé porter par un pouvoir central, et à l'heure actuelle, le pouvoir central nous dit non, il faut qu'on discute. C'est maintenant qu'on va discuter, c'est trop tard. Maintenant, il faut laisser agir les démocrates, laisser les démocrates. Et je pense que la France a un rôle à jouer au niveau médiatique. Il faut médiatiser les démocrates algériens. Il faut que les politiques français s'engagent. Il faut qu'il y ait des députés, il faut qu'il y ait des ministres qui parlent sur l'Algérie. Il ne faut pas avoir peur. L'Algérie, c'est plus la France. Nous sommes affaire à deux États. Nous faisons partie du bassin méditerranéen. Alors il faut s'aider entre nous, mais il faut prendre position. Il faut prendre position pour les démocrates, il faut prendre position pour la liberté. Nous, on vous attend. Alors prenez position. Là, c'est de la mouche. Yasmina, brièvement. Oui, brièvement,
ça m'a fait chaud au cœur, cette dernière intervention. Justement, moi, je voulais aussi reprendre un petit peu sur cette question de la raison. Moi, je trouve aujourd'hui... D'abord, il faut définir cette raison. Si la raison aujourd'hui, être raisonnable, je crois que c'est défendre les valeurs universelles. Être raisonnable aujourd'hui, c'est défendre la démocratie, les droits des femmes, les droits individuels, je veux dire les libertés individuelles, les libertés de pouvoir s'exprimer, les revendications identitaires des minorités ou autres. Je veux dire qu'aujourd'hui, être raisonnable, c'est se battre pour, je veux dire, ce patrimoine qui constitue, dont on fait partie, et qui sont les valeurs universelles aujourd'hui, contre une barbarie qui veut nous imposer, qui veut nous bâillonner et qui veut nous imposer un projet totalitaire en Algérie. Voilà. Ce tour d'horizon ou ces coups de projecteur sur les diversités de ces rapports de la France et de l'Algérie ne serait pas complet sans qu'on parle des harkis. Je voudrais juste parler à Kamel Mebarkia, peut-être à son père après, mais d'abord Kamel, vous avez 21 ans, vous êtes en doc d'anglais, vous voulez être gendarme. Oui. Vous voulez être gendarme? Oui, oui, c'est un choix que j'ai fait depuis... Enfin, j'y avais réfléchi depuis 2 ans. Et puis... C'est votre droit, hein? Oui, 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 oui. Et je suis motivé. Ouais. Donc je vais... Il faut des couilles pour vouloir être gendarme. Non, non, on est en harki quand même, non? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, je sais pas. J'espère que je serai pas le dernier. Le problème des harkis ou des jeunes harkis comme vous, c'est que d'un certain point de vue, vous êtes considérés comme traîtres par les Algériens qui se sont battus pour leur indépendance, et vous êtes considérés comme Algériens, pour pas dire Nico, par les Français racistes. Oui, je pense que c'est avant tout un problème d'identité. C'est un problème qu'on vit au quotidien. Donc je crois qu'il y a 3 problèmes. Le problème d'identité d'une part, le problème d'insertion dans la société et le problème donc du travail. Travail, c'est-à-dire que les secteurs privés vous sont pratiquement interdits, quoi. On nous dit, bon, faites des études, choisissez les voies que vous trouvez, que vous pouvez, enfin, choisissez vos voies, et en fonction de ces voies, le travail qu'on veut faire, ben, c'est interdit, quoi. Donc en fait, vous avez l'enseignement, vous avez les travails sociaux, ou les travails libéraux, ou bien les carrières militaires. Un ingénieur qui veut devenir ingénieur est obligé de se lancer dans l'enseignement parce que justement le travail d'ingénieur vous est interdit. Travail à responsabilité, quoi. Richard Belkadi, vous êtes le voisin de Kamel et vous êtes président de la section du Var de la... Oui, non, c'est vrai que je suis président d'une association départementale, ouais. Mais je suis ici en fait pour réagir. Alors réagissez. Voilà. Avant d'intervenir concernant donc la loi du 11 juin 1994 qui a été donc adoptée par le Parlement, je voudrais réagir un peu au petit film là, que nous avons vu. Ouais. Et c'est vrai que nos amis pieds noirs ont vécu un drame terrible, ils vivent un drame terrible, mais ces images m'ont projeté personnellement 32 ans en arrière. Et sans vouloir un petit peu vous offusquer ces rapatriés, ces nouveaux rapatriés, mais ça me rappelle que en 62 on a débarqué et on n'a pas eu cette chance comme la chance que vous avez, c'est-à-dire avoir déjà les médias qui parlent de ce problème. Il ne faut pas oublier qu'en 62 moi j'avais 8 ans, vous aviez 8 ans, je ne pouvais pas faire d'hebdo à l'époque. Hein. Je vais vous faire un petit rappel historique. Je vais faire un rappel historique. Non, très très bref. Très bref, oui. Je dis qu'en 62, lorsque la population, celle qu'on appelle harki, donc a débarqué sur le sol français, il ne faut pas oublier qu'on nous a parqués. On a créé des camps. On a créé, je peux vous en citer quelques-uns, vous avez Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, vous avez le Larzac, vous avez Saint-André-les-Arbres. Et lorsque j'ai entendu un témoin nous dire mon fils, je l'ai scolarisé, au bout de 2 mois, la maîtresse, etc., etc., il ne faut pas oublier que nous, en 62, on nous a tellement mis loin des villes qu'on a été obligé de nous ramener des instituteurs, des institutrices dans les préfabriqués pour essayer de nous faire la classe. Je dis donc déjà que par rapport à nous, et je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame, il y a eu 2 sortes de rapatriement de 94 et de 62. Et 62, pour les harkis, ça a été quand même une situation dramatique. Là, on essaye en quelques jours, en quelques mois de régler le problème.
Alors concernant les Français musulmans, on a mis des années. Et il a fallu attendre 32 ans de silence et 32 ans d'oubli pour que le gouvernement enfin et le Parlement aient décidé de créer cette fameuse loi le 11 juin dont je parlais en quelques mots tout à l'heure, si vous voulez. Tout à l'heure. Il y a un débat qui est en train de se poser, on est en train de faire un parallèle entre des situations. Il faut bien peser la valeur des mots et les choses qu'on dit. Si on fait le parallèle entre les gens qui viennent aujourd'hui et ceux qui sont venus en 62, on fait un jeu qui est dramatique. C'est celui des gens qui disent, ces gens-là, c'est des Occidentaux, c'est des Occidentalisés, ils ne font pas partie de l'Algérie. C'est très grave ça. Ceux qui viennent, ils ont leur raison, qui sont là, qui sont connus. Ça n'a rien à voir. C'est une chose qui est totalement différente. C'est cette passion qui empêche peut-être de penser à d'autres solutions, à d'autres alternatives, à une autre manière de voir les choses. Mais je crois qu'il faut rester sur une base de valeur qui est là. Si on dit qu'on est démocrate, que ces gens-là, on va les combattre. On va les combattre au nom de quoi? Et on dit que nous... Oui. Jacques Panigel. On va parler au nom de la liberté. Attendez, je vais vous dire un très bref, parce que vous êtes intervenus, Jacques Panigel et René Vauthier ne sont pas d'accord et je veux leur laisser la parole avant la fin de l'émission. Monsieur, je regrette. C'est le respect. Vous avez une force. Jacques Panigel, attendez. Non, c'est le respect des droits de l'homme. Vous êtes algérien, donc menacé. Et par conséquent, ça nous donne de la pudeur pour vous parler. Mais quand je vous entends, vous, j'ai honte pour vous. Et je suis fier de ce qu'a dit le jeune homme et de ce qu'a dit la jeune femme, Yasmina. Parce que la vérité vraie, monsieur, c'est que la je vous présente juste. Vous êtes réalisateur de films, vous avez fait un certain nombre de films, notamment sur les assassinats qui ont eu lieu, dont ont été victimes les Algériens à Paris pendant la guerre d'Algérie, le 17 octobre 61 et le 8 février 62. Ces films sont interdits de diffusion, sont interdits à la télévision publique, et c'est en ce titre-là que vous parlez. Oui, je parle parce que, pour moi, ce qui vaut la peine, c'est qui a jeté les Algériens qui résidaient à Paris dans la Seine après les avoir massacrés, après avoir décrété le couvre-feu pour des gens qu'on considérait comme citoyens français. Heureusement, il y a eu un certain nombre de gens qui ont considéré de la fierté de ce pays de prendre le parti des persécutés. Bon, monsieur, moi, quand je vous entends, permettez-moi de vous le dire, je suis scandalisé. Ce que Yasmina a dit, ce que son compagnon a dit, c'est la seule chose à dire, c'est ce que j'ai dit quand j'avais 20 ans et qu'il y avait des nazis en France, parce qu'après tout, nous la connaissons, cette expérience. Et alors, il faut passer au plan général. Le nazi, Michelet dont vous parliez, avait dit que c'était la vérole. Cette vérole, elle a changé. Bon, la vérole, maintenant, il faut bien le voir, c'est l'intégrisme, le parti d'Iran. Et c'est ça qui vous envahit. René Vauthier, je dis juste une chose personnelle. Avoir 20 ans dans les Aurès, c'est un des films les plus marquants de ma jeunesse. Et c'est quelque chose qui m'a aidé à prendre conscience de ce qu'était justement le drame algérien à vous. Oui, eh bien le drame algérien, moi je l'ai vécu bien avant ça, puisque ayant tourné un film qui s'appelait Une nation, l'Algérie, en 1955, film dans lequel je disais l'Algérie a été indépendante et elle redeviendra indépendante. J'ai été poursuivi à l'époque pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ce qui a fait que je suis parti voir en Algérie ce qui se passait, comment les Algériens se battaient et pourquoi ils se battaient. Avec ma caméra, parce qu'en 1954, 1955, il n'y avait pas un Algérien qui avait été formé dans une école française pour s'exprimer par l'image. Et ce pourquoi je me battais, c'était la possibilité de dialogue par l'image. Et aujourd'hui, tout à l'heure, Michel Field dit « j'avais 8 ans en 62 ». Alors, ce qu'il apprend sur l'Algérie, il l'apprend par exemple dans La main droite de Dieu, qui vient de sortir. Ils se sont mis à 3 pour l'écrire. Emmanuel Faux, Thomas Legrand, Gilles Pérez. Collection dirigée par Hervé Hamon et Patrick Rodman. Aux bombes du Milk Bar, de la cafétéria, du Cocardi, répondront celles de la rue de Thèbes. La bombe de la rue de Thèbes, posée par la police française et qui a fait entre 15 et 70 morts algériens, a été posée au mois d'août 56. Toutes les bombes ont répondu, les bombes du Milk Bar, de la cafétéria, du Cocardi, ont répondu 2 mois après. Ceci, ça paraît aujourd'hui.
Et ce qu'il convient de faire pour nous, le meilleur soutien qu'on puisse faire à la lutte des démocrates algériens, c'est de rétablir un certain nombre de choses d'histoire. C'est par exemple de dire que jamais le FLN n'a dit la valise ou le cercueil, ce que certains disent aujourd'hui. Jamais, ce n'est pas vrai. Ce qui ont fait partir les Algériens, les pieds noirs d'Algérie, c'est la rupture qui a été provoquée par l'OAS. Et je crois qu'aujourd'hui, les continuateurs de l'OAS, c'est effectivement dans le FIS qu'on les trouve. Et c'est pour ça qu'ensemble, on doit se battre aux côtés des démocrates algériens aujourd'hui, les soutenir. Et pour nous, gens d'image, gens d'information, ce n'est pas parler à leur place, c'est donner la possibilité aux démocrates algériens, dont on a refusé la diffusion des films en France, c'est leur donner la possibilité d'exprimer la réalité de leur peuple face aux démocrates en France, qui ne sont pas si nombreux que ça. Chacun ses contraintes, je suis obligé d'envoyer une page de pub, il reste 1 minute avant la fin de l'émission. C'est comme ça. 1 minute, il reste 1 minute d'émission, tout le monde veut parler, personne ne parlera, c'est la loi du genre. Alexandrine Brami, c'est à vous que je vais laisser la conclusion de cette émission. Vous êtes lycéenne et vous êtes à l'origine d'une association qui s'appelle Lycéens Solidaires sur l'Algérie. Pourquoi, comment? Alors oui, alors je vais vous dire en 2 mots déjà. Déjà pourquoi 3 secondes de passer. Lycéens Solidaires, monsieur a dit en début d'émission, il faut comprendre et empêcher qu'il y ait une rupture. Et ben, Lycéens Solidaires, c'est ça. C'est une fédération de comités de lycées, enfin de lycéens dans différents lycées, pour l'instant parisiens, de la région parisienne, et on espère bientôt de la province, qui ont pour but, avec des manifestations comme des conférences, des débats, des expositions photos, des projections de films, dont le film de monsieur Vautier justement, et puis bien d'autres manifestations, d'essayer de comprendre. Alors en l'occurrence là on s'intéresse à l'Algérie parce que ça nous concerne tous, parce que ça concerne nos parents, et puis ça nous concernera plus tard, parce que l'Algérie, enfin je veux dire des Algériens en France, il y en a beaucoup, et on vit avec eux au jour le jour. Donc il y a pour but de comprendre et d'empêcher la rupture, et je dis la rupture avec l'Algérie, de la France avec l'Algérie, et pour moi qui suis lycéenne, et puis pour tous nos amis de lycéens solidaires, d'empêcher la rupture en France des lycéens, des jeunes, avec les jeunes qui sont en banlieue et qui sont de plus en plus, je vais le dire là, enfermés dans un communautarisme qui n'est pas normal, en France en tout cas. Sylvain, vous êtes lycéen. Non. On va prendre des coups de... J'ai avancé l'appel au boycott en Algérie. L'Algérie est paralysée. Alors vas-y vite. Ça fait 2 mois que l'Algérie est paralysée. Le MCB a lancé un boycott. On ne veut pas reconnaître cette langue. On vous demande de nous aider. On demande à l'opinion internationale de nous aider sur cette question. Tamazight, langue nationale et officielle en Algérie. Il y a une guerre d'abord contre les intégristes, et vous aurez cette liberté. Et pour ça, il faut se battre. Attendez, juste, je voudrais moi faire parler. Alors allez-y. Non, j'y tiens parce que... Mais prenez un micro d'abord. Prenez un micro. Moi, je m'ai déplacé, je suis venu à votre invitation. Alors allez-y, perdez pas de temps, allez-y. Non, mais pour parler du problème Harki, je vois que vous le traitez, le problème Harki, comme exactement ça a été traité jusqu'à maintenant. Pour vous, c'est un problème que vous avez cité. Il devrait y avoir une partie. Cette partie-là, c'est résumé en 1 minute. Je vous remercie énormément. Et puis je crois que vous les harkis, vous les considérez comme ils sont considérés par tout le monde. Et c'est un problème qui est très grave. Est-ce que vous me croyez, si je prends l'engagement devant vous de faire une émission entière sur les harkis? Écoutez, je suis prêt à participer et à vous aider, à vous donner des idées. Croyez qu'il y a sujet à conversation et vous croyez que vous remplirez votre 1h30 facilement avec les problèmes harkis. C'est des problèmes très très graves. Malheureusement, j'aurais plus qu'1 heure. Qui ne se passent pas en Algérie, mais se passent ici en France. Ils sont très graves, ces problèmes-là. Parole, on fera une émission sur les harkis. Sylvain, je voulais que ce soit lui qui ait le dernier mot. C'est un étudiant de lycée d'enseignement professionnel. Allez-y. Donc voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excuse-moi. Bon, excuse-moi, voilà. Voilà, alors avec des amis, justement, les lycéens solidaires. Bon, avec des amis, les lycéens solidaires, on va essayer justement de jumeler certains lycées français, la plupart, évidemment on essaiera, avec des lycées justement en Algérie, donc on recherche des contacts dans toute l'Algérie pour justement, après le jumelage, essayer de les aider en envoyant des livres, ou pourquoi pas des cours, etc., tout le matériel pédagogique qu'ont besoin les jeunes Algériens. C'est-à-dire une volonté d'aider les jeunes et de faire une sorte de passerelle. Gérard Garcia, puisque vous protestez, allez-y. Je voudrais dire, et je me permets de parler, je vais citer une anecdote. Quelque temps avant sa mort, le colonel Boumedienne, dans une interview
au Nouvel Observateur, a déclaré « L'Algérie a perdu 1 500 000 martyrs ». Il l'a déclaré. 1 million de pieds noirs. Laissez-moi parler. Taisez-vous, s'il vous plaît. Vous avez eu votre temps. Je répète. Merci. Je répéterai simplement qu'il a dit la chose suivante. Nous avons perdu 1 500 000 martyrs, 250 000 chouhadas, 250 000 harkis et 1 million de pieds noirs. Ce serait une erreur de laisser croire au peuple de France et au peuple d'Algérie qu'ils se sauveront sans négliger, en oubliant le terrorisme du FLN et les méthodes que ces gens ont défendues. Le terrorisme, merci Michel. Dernier mot. Vas-y. Simplement, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Je voulais dire un dernier mot, c'est que si vous voulez comprendre l'Algérie, eh ben, il faut regarder ce qui se passe là-bas comme un État indépendant et plus repartir sur cette guerre d'Algérie. C'est fini la guerre d'Algérie, il faut plus en entendre parler. Mais alors, vous voulez faire quelque chose pour nous, eh ben, écoutez-nous, il faut nous laisser parler et surtout inviter des hommes politiques algériens aux émissions. Il faut les inviter, il y a des paraboles, ça transmet en Algérie. Il faut que la démocratie passe par les antennes, passe par la télévision, tout simplement. Alors aidez-nous les médias, c'est tout, aidez-nous. Algérie-France, une passion, CQFD, la prochaine hebdo le 8 janvier.